et quelqu'un a commenté le même fermé, les bobos en PLS. Ça m'a fait marrer, je me suis bien reconnu là-dedans. Bonjour, bienvenue dans À la Rennaise, l'émission du Mensuel de Rennes et du Télégramme où on va boire un coup tous les mois avec un artiste rennais. Aujourd'hui, on accueille Laurent Lefebvre. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent qui est auteur de bande dessinée et de comics, qui est rennais. Aujourd'hui, on se retrouve au bar Le Panama, près de Sainte-Thérèse, un bar qu'on a privatisé pour l'occasion et qui a été choisi par Laurent. Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on se retrouve là aujourd'hui ? Parce que c'est pas loin de chez moi et que comme tout cadra, enfin beaucoup en tout cas, je fréquente beaucoup moins le centre-ville que quand j'étais plus jeune et que c'est un endroit qui est super chouette avec un extérieur et ces petits bars de quartier post-Covid sont un peu une marque d'époque, enfin, je trouve. Et une marque de Rennes aussi un petit peu, parce qu'on aime bien se retrouver dans des petits bars chez nous avec une ambiance un peu comme à la maison. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a à Rennes, qu'on n'a pas forcément dans d'autres villes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, j'ai vu ça. Je crois que le même était fermé il n'y a pas longtemps. Ça devait être sur la page du mensuel de Rennes et quelqu'un a commenté le même fermé, les bobos en PLS. Ça m'a fait marrer. Je me suis bien reconnu là-dedans parce que dès qu'il y a une guinguette, il y a chez Georgette à Pigné, il y a pas mal de lieux comme ça. 11, je crois, guinguettes sur Rennes et les alentours. Donc oui, en tout cas moi, ça me ressemble, je revendique. Laurent, tu es un fin connaisseur des super-héros. Tu es toi-même papa d'un super-héros rennais, Foxboy. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui c'est ? Oui, alors moi, enfant des années 80, j'ai grandi pas mal entre Récréa 2, Goldorak, Albator, mais surtout avec la lecture de BD de kiosque. Pour les BD françaises, c'était Rahan dans Pif, Tintin à la bibliothèque municipale, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de se payer ces albums-là, mais surtout les bandes dessinées américaines qui étaient regroupées chez nous dans un mensuel qui s'appelait Strange, on ne disait pas Strange parce qu'on ne parlait pas anglais à l'époque. Et dans Strange, il y avait les aventures non pas de Spider-Man, mais de l'araignée, des X-Men, de Daredevil, de tous les autres, et qu'on dévorait ça un peu à la façon d'une série Netflix où on attend la suite des feuilletons. C'était un univers connecté, et cet univers-là, à partir du collège, a été très formateur pour moi. En fait. Il y avait les BD qu'on appelle les petits formats, qu'on trouvait dans les bacs au supermarché aussi. C'était sur du papier qui n'était pas forcément de très très bonne qualité, qui était parfois redessiné par des artistes français derrière. Et tout ça, ça faisait effectivement une sorte d'imaginaire. Est-ce qu'on en voit encore aujourd'hui ? Plus beaucoup. Dans les vides-greniers que j'ai aussi arpenté en long en large pour composer ma propre collection, j'en ai lu des centaines. C'était à la caisse de Unico, à 12 francs les 4. Je vois encore la petite étiquette en bordeaux. Et je m'en suis des Hakim, Black le Rock, Zambla, Captain Swing. C'était beaucoup des bandes dessinées françaises et aussi anglaises. Beaucoup de dessinateurs qui eux-mêmes venaient de pays latins comme le Chili, l'Argentine, donc qui fuyaient la dictature. Et le seul endroit où ils trouvaient un peu de sous à se faire pour vivre, c'était en produisant à la chaîne ces petites BD de prolétaires en fait. Devenu grand, tu as créé ton propre super-héros, Foxboy, qui est une sorte de renard-garou rennais. Qu'est-ce qu'il dit un peu de notre ville ? En quoi il ressemble à ce territoire qu'il protège ? Déjà, pour son ambiguïté, l'ambiguïté du renard, qui est encore considéré comme un nuisible. Hein. Vous pouvez encore l'attraper, le pendre à un crochet de boucher, le traîner sur la route, vous n'aurez pas de problème avec la loi, puisque c'est considéré comme un nuisible. Or, comme chacun, il a son rôle dans l'écosystème, dans la vie, qui a plus la rage aussi, et puis qu'il est tellement commun, on le voit sur tous les territoires, qu'il a un caractère universel, parce que le coyote, le fennec, le renard polaire, on le trouve sur tous les continents. Il est à la fois très local, c'est le roman de renard, le mot même renard vient du nom de ce personnage-là du roman français. À la base, on disait Goupil. Et je trouvais que ce personnage pas très musclé, pas très fort, avec cette part de malice, donc d'un côté un peu obscur qui est en perpétuel conflit avec le désir d'être en intelligence, qui est la devise de Rennes, vivre en intelligence. Voilà, entre malice et intelligence, je trouvais que pour un ado qui se cherche, qui est entre briller dans les réseaux sociaux, avoir envie d'attirer le buzz,
Et puis un héros de petite envergure, un renard n'est pas un loup-garou, n'est pas une espèce de monstre à la Hulk. Ses moyens, même physiques, sont extrêmement limités. Donc de tout point de vue, Rennes, renard, les lumières oranges des lampadaires et un costume goupil idéal pour se fondre dans les ombres, c'est un faisceau de choses qui m'ont fait me dire que ça pouvait être à l'image d'un héros un peu local et somme toute assez modeste. Oui, puis la ville elle-même est un peu un personnage de ces BD parce que tu la représentes très bien. On voit la fête foraine où Foxboy acquiert ses pouvoirs. On reconnaît tout de suite la vilaine, le Mabilais. Ça pourrait pas se passer ailleurs, quoi. On voit tout de suite où on est. Oui, oui, quand j'aime bien faire le malin façon France Culture, je cite Tolstoï qui disait si tu veux parler de l'universel, commence par parler de ton village. Et moi, je suis né ici il y a 47 ans et en fait, j'ai jamais vécu ailleurs. J'ai vécu en métropole. Merci. Et en fait, je connais que Rennes. Disons que c'est moins un héros régionaliste dans le sens où il revendique rien. C'est pas un Captain Bretagne. Rennes, la Bretagne n'est pas attaquée. C'est pas Gotham City. Mais si j'avais dû déménager, par exemple, ce serait passé au Pays Basque, à Biarritz, ailleurs. Ça se passe à Rennes parce que c'est pratique et que j'ai mon imaginaire ici, en fait, tout bonnement. Ouais, puis il sauve pas la galaxie, il est aux prises avec la destruction de maisons, avec la pollution, avec des problèmes de la vie de tous les jours, en fait, hein, dont les super-héros se préoccupent eux, finalement. Oui, c'est comment dire, concilier des BD extrêmement locales et des codes, que ce soit les formats de pages qui sont à peu près de cette taille-là, quand le franco-belge est un peu plus grand, les Astérix, Tintin, Gaston. Ce format plus petit, avec des mini-chapitres de 22 pages, s'apparente au format avec lequel on consomme des séries télé. C'est-à-dire que toutes les 22 pages, un peu artificiellement, puisqu'aux États-Unis, les aventures de Spider-Man, Batman et compagnie paraissent tous les mois, il y a cet impératif du feuilleton de mettre à suivre, donc de créer artificiellement un suspense. Donc moi, j'ai emprunté cette forme-là, double identité, costume, pouvoir, même si tout petit. Et quand vous feuilletez, vous devez avoir l'impression de lire une BD américaine, et pourtant, dans les thématiques sociales, écologiques, je peux trouver autant ma source dans le mensuel, le journal ou à la radio qu'en ouvrant des comics de bande dessinée. C'est là où, à mon sens, il y a une petite légitimité, pour peu qu'il y en ait une, c'est au lecteur de dire, c'est d'essayer de penser global, agir local, comme disent les altermondialistes. J'aime les super-héros, j'ai grandi avec ça, ça m'a formé. Mais là où je suis et où je vis, c'est Rennes, et mes vibrations et mes idées viennent du local et d'où je suis. Alors, nos cafés sont arrivés, t'as commandé un café, c'est une boisson qui veut dire quoi pour toi? C'est une boisson que tu consommes beaucoup, je crois, d'ailleurs. Ouais, je suis caféinomane. Depuis le lycée, déjà, c'est la première sensation de se sentir adulte. Il y en a qui disent que c'est conduire une voiture seule, il y a ça aussi. Ah, c'est ça ton rituel de passage à l'âge adulte? Ah, pour moi, c'est le café. Le café. Ah bah ouais. Quand t'as commencé à boire du café. Ah bah c'est pas un diabolo fraise que tu prends quand tu es avec les filles, que tu sors de Zola en face, à côté de France 3, à la petite rue, quand tu vas au Scaramouche, le Garden, tous ces bars là où c'était 5 francs, pardon, hein, ok boomer. Et ouais, pour moi, le café par litre, partagé avec les copains avec qui on monte les premiers dessins pour faire des fanzines, et aujourd'hui des gars qui, comme moi, font de la BD maintenant professionnelle, comme Nicobi, qui est aussi dans le bassin rennais et qui est là depuis toujours. L'atelier Pépé Martini, on est un vrai vivier d'auteurs de bande dessinée. Oh, c'est vrai que tu as travaillé à l'époque avec des très grands noms de ce qu'on appelait un peu l'école de Rennes. Et tu as connu tous ces gens-là qui publiaient dans Spirou, Ouais. qui nous faisaient rêver en fait sans qu'on se rende compte qu'ils étaient dans cette ville. On les pensait en Belgique, à Paris, et en fait non, ils étaient à Rennes. Bah là, il faut tirer un coup de chapeau à Jean-Claude Fournier, qui, après Franquin, a repris Spirou et Fantasio. L'Ankou, c'était lui. L'Ankou, un album vraiment fondateur, parce que à un moment, il a fait quelques albums de Spirou avant d'être un peu débarqué, parce que Charles Dupuis, donc Monsieur Dupuis, n'aimait pas trop l'idée que Spirou n'était plus belge, mais devenait breton. Il y a du cidre pour les étoiles, l'abbaye truquée, l'Ankou. Il y a tellement de thématiques liées à l'imaginaire breton. Fournier habitait à 3 jets de pierre d'ici, hein, dans les années 70-80, puisqu'il habitait quartier Sainte-Thérèse aussi. Et donc cet auteur, Jean-Claude Fournier,
qui est aussi un des fondateurs du festival Quai des Bulles, dont je fais partie, avec comme Nicobi, GG, des tonnes de gens. On est tous plus ou moins des élèves ou des élèves de Fournier. Moi, je serais un peu la, on va dire, deuxième génération, deuxième ennemi. Il y a eu entre-temps Emmanuel Lepage, Michel Plessis, je citais Nicobi, Zanzim, Lionel Chouin, il y en a plein. Et en effet, il y a toute une école de BD bretonne qui a un peu poussé comme un rond de champignon autour du pilier fondateur qu'est Jean-Claude Fournier. Alors Laurent, tu as sorti une BD en fin d'année dernière aux éditions Le Télégramme, Le Bougalet de Braise, retour sur l'enquête sur ce drame maritime. Et là, je crois qu'en ce moment, tu bois beaucoup de café justement parce que tu prépares le tome 4 de Foxboy. À quoi il faut s'attendre dans ce prochain volume ? Alors, ce qui est terrible, c'est que j'en sais pas. Je sais de plus en plus, mais j'ai essuyé un truc dont j'entends souvent parler comme un cliché, mais que j'avais jamais expérimenté en 25 ans. C'est l'angoisse de la page blanche. Pour moi, ça a été jusque-là un cliché de l'auteur, parce qu'on n'est jamais en face d'un truc blanc. En vrai, on fonctionne, on fait notre boulot. Et là, je me suis retrouvé à jeter à la poubelle des séquences entières parce que tout simplement, après m'être interrompu pour le bouquin du Bougalet de Braise, un autre bouquin Refuge sur l'accueil des migrants en Bretagne où je m'essayais au journalisme dessiné, et ben en fait, je ne savais plus trop comment vraiment aborder Foxboy et je voulais surtout plus le faire tel que je l'avais fait pendant 3 tomes, c'est-à-dire à recracher mes influences d'anciens lecteurs de Strange et de super-héros et de BD Marvel. Donc, à quoi il ressemblera? Je pense que, en premier lieu, il ressemblera de moins en moins aux 3 premiers tomes et de moins en moins à du comics tel qu'on se le représente, parce qu'il y aura de la couleur directe. Beaucoup d'aquarelles, de travail à la main. Et c'est là où peut-être où ce mariage entre la bande dessinée plus franco-belge ou à la bretonne, à la Emmanuel Lepage, je reviens à lui, qui est le premier auteur BD rennais et ou le premier auteur BD tout court que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Et dont aujourd'hui l'influence est de plus en plus importante dans ma propre manière d'aborder la BD et d'en réaliser. Alors avant qu'on se retrouve, je t'ai demandé d'apporter ici un objet culturel qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit ? Oui, alors j'ai hésité. Après, j'ai pensé d'abord aux bandes dessinées que je lis en ce moment, celles qui sont importantes. Et puis je me suis dit que beaucoup de gens amènent des conseils d'achat, que ce soit de films, de livres. Et moi, je n'avais pas envie de trucs à acheter, mais de sortir tout simplement quelque chose qu'on a tous chez nous. C'est la radio, le poste radio qu'on m'a offert pour mes 15 ans. Donc j'en ai 47. Ah oui, énorme, énorme le poste radio. Énorme, c'est du Ghetto Blaster. Là, je pense qu'on peut accueillir des fantômes à New York en portant ça sur le Bronx et en faisant des feux dans des tonneaux la nuit, comme dans les tambours du Bronx. Donc c'est mon appareil radio avec lequel j'ai écouté des CD, j'ai joué mal de la guitare et sur lequel j'ai collé un petit adhésif pour noter en gros France Inter, Canal B, FIP, France Culture et Rire et Chanson, a rajouté mon fils. Les disques, les cassettes audio, la radio, on prend des rides quand on voit ça et j'imagine déjà les plus jeunes qui regardent qui font mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce que c'est avant tout, c'est que c'est un accès à une information non pas gratuite, parce que l'information a un coût. Quand elle est gratuite, vous savez ce que c'est vous le produit. Mais c'est le coût du service public auquel je suis très attaché depuis 25 ans, parce que mes idées viennent de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que j'entends. Mais tout ça, avant d'être remélangé avec des influences et cette espèce de magie étrange qu'on appelle la création, c'est avant tout le réel qui m'inspire. Parler de l'isolement social, de Facebook, des algues vertes, d'une émission scientifique que je quittais juste en partant de chez moi là, à l'instant et qui disait cette espèce de fusion qui est en train de se mettre en place du service public, France Télévisions, Radio France et tout ce que ça implique. Donc j'avais envie de ramener un objet culturel dont on oublie l'importance parce qu'il est chez nous tous, que ce soit dans un podcast, un smartphone, il y a 1000 formes d'accès. Et que c'est quelque chose d'extrêmement précieux, la liberté d'informer, de l'indépendance. J'ai aussi on est bien d'accord. J'ai amené aussi ce poste-là parce qu'aujourd'hui, les ondes FM passent par Internet. Et quand j'allume maintenant au rez-de-chaussée chez moi, dans ma maison, la radio, avant d'entendre parler, j'ai des pubs. C'est nouveau. On me parle de Lidl, on me parle de Grand Frais, de plein de produits dont bientôt l'information et les médias, au-delà même du choix éditorial des émissions, on sait qu'il y a des grands nettoyages, on parle à l'heure où Guillaume Meurice est éloigné des antennes pour des raisons... France Inter, on pense à eux. Ouais, voilà, c'est absolument scandaleuse.
Enfin, faut le dire à un moment. Et donc voilà, j'ai pensé tout bêtement à cet objet-là et à la chance qu'on a encore d'avoir cette information-là, cette richesse-là, et qu'il faut se battre pour soutenir ceux qui la font, parce que c'est compliqué, ça n'a jamais été aussi compliqué. Et avant l'art, je crois que la chaîne de la liberté, elle est tissée par l'accès à l'information, avant même les artistes. C'est une très belle conclusion. Malheureusement, on doit déjà se quitter. Merci Laurent pour Avec l'apéro. plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans À la Rennaise pour un autre apéro avec un autre artiste rennais. Merci beaucoup. Je dirais le tunnel par lequel on peut sortir de Rennes sous la rocade au Blône, on peut aller en vélo vers la route de Chartres de Bretagne. Le monument de la Maltière, des fusillés de la Maltière, et c'est pas le monument en tant que tel, c'est tout le parcours de plusieurs kilomètres qui fait qu'on peut rejoindre à pied quasiment les étangs d'Apigné, des marécages dignes d'un épisode de Scooby-Doo, jusqu'à Saint-Jacques, et c'est assez magique. Mon sapin, un cèdre dans le jardin dans lequel je peux grimper à une douzaine de mètres de hauteur. Dans la bande dessinée, mon personnage il cache son costume, plus malin pour pas que sa mère le trouve au moment de trouver les chaussettes sales. Et je peux voir s'allumer les lumières de la ville quand s'éteint le jour. Poésie. Émile Zola, parce que ce vieux lycée a des airs de Poudlard en étant le plus vieux lycée de Bretagne, qu'il est riche d'histoire parce que je pense à Dreyfus et que c'est le cœur de la ville et en même temps ses abords aussi. L'Arvor, le vrai trait d'union entre mon quartier, le centre-ville, et là où il est désormais fixé et où il fonctionne très bien. On peut voir autant un film du dimanche soir qu'on a découvert avec son pépé que découvrir un film iranien qui vous retourne la tête.